Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, je me présente, je suis Médard Police Bébé, je suis enseignant, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, cadre du Rassemblement démocratique centrafricain. Alors, je viens aujourd'hui prendre la parole par rapport au débat en cours concernant la révision de la Constitution. Certains parlent de modification, d'autres vont même plus loin pour parler d'une nouvelle Constitution. En tant que responsable politique, j'estime que j'ai le devoir de m'exprimer sur ce sujet. Alors, pourquoi je le fais à titre personnel? Parce que, comme vous le savez, mon parti, le Rassemblement démocratique centrafricain, traverse depuis un certain temps une crise politique aiguë qui empêche tout débat, qui empêche toute prise de position, qui empêche tout fonctionnement normal. Et donc, du coup, la position qui aurait pu être celle du Rassemblement démocratique centrafricain n'est aujourd'hui pas exprimée ouvertement. Alors, certes, on a des débats entre nous, il y a des positions qui s'expriment, mais ces positions-là restent en sourdine, en fait. Il n'y a pas d'expression officielle, il n'y a pas d'expression ouverte sur le sujet aussi important. C'est pour ça que je reviens vers vous là aujourd'hui pour participer à ce débat. Alors, je précise que ma position n'est pas celle du Rassemblement démocratique centrafricain, même si beaucoup de frères et sœurs du parti s'alignent sur cette position que je vais exprimer tout à l'heure. Mais je précise que cette position est personnelle et n'engage que moi, en tant que responsable politique d'abord et en tant qu'intellectuel. Alors, je tiens à préciser que j'ai ici, comme vous pouvez le voir, un exemplaire de la Constitution. C'est bien la preuve que j'ai pris le temps de lire notre Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays, et j'en ai tiré, on va dire, un certain nombre de conclusions, de certains aspects qui pourraient alimenter le débat et éclairer la lanterne de ceux qui sont tentés par ce projet que je qualifie de funeste, puisque ceux qui sont tentés par la modification de la Constitution ou ceux qui sont tentés par l'élaboration d'une nouvelle Constitution prennent le risque de mettre en péril l'unité et la cohésion de la nation centrafricaine. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent dans quelle voie ils s'engagent. Et donc, cette voie n'est pas sans conséquence, n'est pas sans risque sur l'unité et la cohésion du pays. Alors, je ne vais pas aborder ces aspects de façon technique, puisque certains constitutionnalistes, je pense notamment aux compatriotes Akandi Kombe et aux compatriotes Erenon, et beaucoup d'autres d'ailleurs, qui se sont déjà exprimés largement sur ces aspects. Mais je retiens, en tant que philosophe, juste quelques aspects. D'abord, cette constitution reprend de ce que j'ai noté, de ce que j'ai analysé, s'appuie essentiellement sur à peu près 4 points que je vais développer. Vous comprendrez pourquoi. Comme je l'ai dit, je me passe de tout aspect technique sur le sujet, puisque de toute façon, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais voilà, il y a des points essentiels qui montrent justement le fait que cette constitution ne peut être modifiée sans conséquence. Alors, le premier point que j'ai noté en parcourant la Constitution, j'ai ici le projet qui a été élaboré depuis le début et qui a été adopté par la suite le 30 mars 2016. Le premier point, c'est d'abord les fondements de l'état de droit. Alors, les fondements de l'état de droit dans cette Constitution sont caractérisés par le respect des droits et des libertés. Alors, lorsque vous parcourez la Constitution, vous verrez, elle fait référence justement, en ce qui concerne précisément ce point, au droit à la vie, puisque par ailleurs, quand vous lisez, on fait mention du fait que la vie humaine est sacrée. Cette Constitution renvoie également au droit à la sécurité, au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit à la protection, au droit à la propriété, au droit à l'emploi, au droit au logement, au droit à l'information, etc. Bon, je me passe de certains aspects pour ne pas abuser de votre temps. Il est également fait mention des libertés
des libertés fondamentales. Alors, il y a la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, c'est-à-dire que chacun doit se sentir libre d'exprimer son opinion sans courir le risque de subir les affres du pouvoir, par exemple, ou d'aller en prison, etc., etc. Il y a la liberté de pratiquer sa religion. Nous sommes dans un État laïque et cette constitution garantit la laïcité dans la République. Il y a la liberté de voter, de choisir librement ses dirigeants, la liberté d'entreprendre, la liberté de créer. Alors, cette liberté renvoie à celle des artistes, etc. Donc, voilà le premier point qui est abordé dans cette constitution. Alors, il y a des dispositions qui parlent de ce que j'ai évoqué. Je l'évoque juste point par point pour vous permettre de comprendre la pertinence de ce point qui marque le sceau de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la nature de l'État. Alors, dans cette constitution, eh bien, il est dit que la forme de l'État, c'est la République. Il est fait mention à sa devise, à son drapeau, à la langue, à la monnaie, à l'expression de la souveraineté, comment les institutions doivent être mises en place, etc., par le vote, etc. La place et le rôle des partis politiques et des syndicats, par exemple, même d'autres groupes de pression. Voilà. Donc ça aussi, c'est un point qui marque fondamentalement le sceau de la démocratie. Vous imaginez bien que sans ces points, sans le respect des droits et des libertés, sans la définition de l'État comme république et autres, eh bien, il est difficile de parler de la démocratie. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces aspects. Le troisième point, eh bien, c'est la structure de l'État. Alors, il est fait mention du pouvoir exécutif, et donc il y a des dispositions qui parlent, par exemple, du président de la République, de son gouvernement, du pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, du pouvoir judiciaire. Alors, il y a la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Haute Cour de justice, etc. Donc, c'est important que dans cette constitution, il soit défini clairement le rôle que chaque institution doit jouer dans la République et l'importance de cette institution en garantissant à la fois la séparation des pouvoirs. Il est fait mention très précisément de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire et les rapports entre ces institutions. Donc tout cela, on va dire, marque d'un sceau ce besoin, cette envie d'ancrage démocratique dans le pays. Et le quatrième point que j'ai noté, après il y a d'autres aspects, il y a des dispositions qui parlent par exemple du Conseil économique et social, etc. Bon, je n'ai pas voulu m'attarder sur ces aspects-là. Je passe automatiquement au quatrième point que j'ai noté, qui aborde la question des conditions de la révision ou de la modification. Alors, comme la question a été abordée, eh bien, il est fait mention d'abord dans un premier temps de l'initiative du président de la République. La modification peut se faire par l'initiative du président de la République ou par l'initiative du Parlement. Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Cependant, dans certaines dispositions, eh bien, il y a des dispositions qui sont exclues expressément de la révision. Alors, il est cité plusieurs dispositions, enfin plusieurs points, mais je note principalement le point qui fait polémique aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre et la durée des mandats du président de la République. Alors, ce point, entre autres, je le dis bien puisqu'il y a les conditions d'éligibilité, etc., la forme laïque de l'État, etc., et bien tous ces points sont exclus expressément de la révision. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, tout cela montre justement à quel point ces dispositions ne peuvent être révisées ou remises en question sans remettre en question les fondements même de la démocratie. Alors, comme on vient de le voir, eh bien, ces 4 points visent essentiellement 2 objectifs. D'abord, garantir le respect absolu des valeurs démocratiques. On voit bien que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait
le respect absolu des droits et libertés, il faut qu'il y ait l'expression démocratique, c'est-à-dire le choix des dirigeants par le vote du peuple souverain. Il faut qu'il y ait l'alternance démocratique. Sans alternance, on ne peut pas parler de démocratie. Et d'autres aspects cités dans le texte, dans la Constitution. Et le deuxième aspect, le deuxième objectif que vise justement cette Constitution, ce qui est intéressant, c'est la consolidation des acquis démocratiques. C'est-à-dire que nous constituons, ont jugé nécessaire de non seulement garantir le respect absolu de la Constitution en édictant toutes ces dispositions qui évitent des dérives dans la gestion du pouvoir et dans le fonctionnement de l'État, dans le rôle des institutions, etc. Mais elle vise également à consolider nos constituants se sont préoccupés justement de la consolidation des acquis démocratiques. Et donc, tout cela montre à quel point réviser ou modifier l'actuelle constitution revient à prendre le risque justement de remettre en question les fondements même de la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui toucher à certains points de notre constitution actuelle sans prendre le risque, comme je le disais au début, de remettre en cause les fondements même de la démocratie et de créer les conditions de déflagration de l'unité et de la cohésion nationale. Et donc, c'est pourquoi, eh bien, il est important que ceux qui, justement, réfléchissent à ce type de projet, eh bien, il faut qu'ils y réfléchissent à deux fois parce que, effectivement, ils risquent de mettre le pays en très grande difficulté. Alors, il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir, puisque beaucoup de gens s'interrogent. En fait, la Constitution, certes, a des imperfections. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi le fait de le faire aujourd'hui pose problème? Et bien évidemment, cette Constitution a des imperfections. Ça, on le reconnaît. D'ailleurs, certains techniciens de la Constitution, les spécialistes, l'expriment assez clairement. Mais ce qui gêne, ce n'est pas le toilettage de l'actuelle Constitution, c'est justement ce dont on a besoin. Mais ce qui gêne, c'est l'opportunisme politique qui se cache derrière cette modification. C'est ça, en fait, qui pose un sérieux problème. Et donc, s'il y a des gens qui se demandent pourquoi il y a autant de levées de boucliers sur cet aspect, pourquoi les gens s'offusquent aujourd'hui du projet de modification et de la révision constitutionnelle, eh bien, c'est parce que derrière ce projet, il y a une volonté de confisquer le pouvoir. Et vous conviendrez avec moi que toute confiscation du pouvoir de façon opportuniste est contraire à la démocratie, est contraire à tout principe démocratique. On ne peut pas, sous aucun prétexte, créer les conditions de confiscation du pouvoir en modifiant par exemple le nombre et la durée du mandat du président de la République ou en élaborant une nouvelle constitution sans en même temps vouloir confisquer de cette manière-là le pouvoir. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc aujourd'hui, le pouvoir n'a absolument aucun intérêt pour peu qu'il pense un peu à l'histoire, au présent et à l'avenir de ce pays, de vouloir confisquer le pouvoir sans se dire que eh bien, cela va déboucher sur des tensions graves dans le pays. Alors donc, attention à toute velléité de modification, de révision opportuniste de la nouvelle Constitution. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Et donc, comme je le disais tantôt, lorsqu'on fait preuve d'opportunisme politique, eh bien, on prend le risque d'ouvrir grandement la porte à toutes sortes de dérives politiques. Et ça, c'est très grave. Si le pouvoir voulait proposer un toilettage de la Constitution dans les conditions normales, cela se saurait. Mais quand on voit
le timing, quand on voit le calendrier, et quand on voit les circonstances, etc., eh bien, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a derrière une volonté farouche de confisquer le pouvoir lorsque on se lance dans un tel projet. Donc, c'est très grave. Alors, il y a un autre point subsidiaire abordé par les initiateurs de la modification de la Constitution qui a été abordé par certains leaders. Je veux parler de la problématique de double nationalité. Alors, ça, c'est une absurdité absolue parce que rien ne dit que parce qu'on a la double nationalité, eh bien, on peut mal gérer un pays. C'est vraiment l'absurdité. Et de deux, ceux qui ont acquis une autre nationalité que leur nationalité d'origine ne l'ont pas parfois fait exprès. Eh bien, c'est une question de circonstance. Il faut aussi lier ça au vécu du pays, à ce que le pays a vécu. Il y a des gens qui ont vécu à l'étranger pendant un certain temps. Il y a des gens qui ont fui la guerre, les tensions dans le pays, qui se sont retrouvés à l'étranger et qui, à force de circonstances, ont acquis une autre nationalité pour des raisons de commodité ou d'adaptation, etc., ou d'opportunité. Eh bien, on ne peut pas imputer à ceux-là la responsabilité d'avoir, on va dire, acquis une autre nationalité comme si ils avaient fait exprès. Non. Eh bien, si le pays fonctionnait normalement, il ne venait à l'esprit de personne d'aller acquérir une autre nationalité. Enfin, beaucoup de compatriotes ne se permettraient pas d'acquérir une autre nationalité. Voilà. Donc, ce n'est pas la double nationalité qui justifie la probité intellectuelle, la compétence, les valeurs éthiques, morales, le sens de responsabilité pour gérer un pays. C'est une absurdité. Et il en est de même de ceux qui sont nés à l'étranger. Nous avons, par exemple, des enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont la nationalité des pays d'où ils sont nés. On ne peut pas aujourd'hui leur refuser d'ici demain d'aller assumer des responsabilités dans leur pays. C'est une absurdité. D'abord, cette mesure est non seulement discriminatoire, mais elle met en péril également l'esprit de l'inclusion qui est édicté dans la Constitution. Donc voilà les quelques points que je voulais aborder avec vous. Et bien, pour conclure sur ce sujet, je tiens à dire au président de la République, je tiens à dire aux députés, je tiens à dire au gouvernement, l'actuel gouvernement de mon pays, la République centrafricaine, et à tous ceux qui sont tentés de près ou de loin à cette entreprise funeste de modification constitutionnelle, eh bien, de se raviser. Cette constitution ne pose à l'heure d'aujourd'hui aucun problème dans son applicabilité. Pour peu qu'on ait la volonté de l'appliquer correctement. Cette constitution ne pose aucun problème dans le fonctionnement de l'État en tant que tel. Aujourd'hui, presque toutes les institutions sont mises en place. La seule institution, on va dire, qui reste à mettre en place, c'est le Sénat. Mais si le gouvernement avait une réelle volonté de mettre cette institution en place, eh bien, elle se ferait. D'ailleurs, il ne vous a pas surpris qu'aujourd'hui, on parle d'une nouvelle constitution adoptée par référendum. Mais l'argent qu'on veut utiliser aujourd'hui pour organiser le référendum peut bien servir à mettre en place, par exemple, le Sénat à travers les élections municipales. Pourquoi ne pas le faire? C'est tout cela qui montre justement non seulement la mauvaise foi, mais aussi l'opportunisme politique du régime en place, mais également cette volonté, cette velléité de modifier cette constitution pour prolonger le mandat du président de la République, du moins pour confisquer purement et simplement le pouvoir. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes au 21e siècle. Il n'est pas possible que des gens restent 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Cette époque est révolue. Et d'ailleurs, on voit bien que le pouvoir est inspiré par la longévité des pays voisins, mais les pays voisins ne sont pas des exemples en démocratie. C'est complètement insensé de s'inspirer de ce qui n'est pas un bel exemple.
Aujourd'hui, on ne peut pas s'inspirer de ceux qui sont restés longtemps au pouvoir avec toutes les conséquences que cela a, non seulement sur la vie de la nation, mais sur la vie des citoyens. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des opposants, par exemple, des gens qui ont accepté de ne pas partager la ligne politique des régimes auxquels vous faites référence, notamment pour réviser cette constitution. Eh bien, il y a des opposants qui sont restés en dehors de la gestion du pays pendant 30 ans, 40 ans. Cela n'est pas acceptable. Notre constitution actuelle a l'avantage non seulement de respecter, de garantir les acquis démocratiques, mais de les consolider. Alors, restons attachés à notre constitution. Voilà, pour ne pas être long, ma position et ma contribution à ce débat. J'ai préparé un article que je publierai sur ma page Facebook un peu plus en détail. Vous comprendrez ce qui explique le mieux ma prise de position, qui n'est pas la prise de position purement technique, mais qui est la prise de position purement intellectuelle et philosophique. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je souhaite bien de choses à notre pays. Que ce pays ne se retrouve pas dans la situation de son passé sombre, mais que nous fassions tout, aussi bien ceux qui sont au pouvoir, aussi bien ceux qui sont dans l'opposition, faisons tout pour éviter à notre pays des lendemains difficiles. Je vous remercie.